Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était un combat redoutable. L'adversaire emporte des millions de vies par an. Personne ne doute de sa force fatale. Personne ne doute de son ingratitude face à la vie. Le cancer est l'ami intime de la faucheuse. Mais ce mal n'est point invincible. Des héroïnes se battent au quotidien pour tenter de trouver son talon d'Achille. Thiané Ndiaye en fait partie. Le cancer a surestimé sa puissance dévastatrice, certes, mais face à une résistante armée jusqu'à sa plume. Victoire rose, octobre rose, Belle Ligne prend aussi cette couleur en recevant l'auteur de Malade de cancer, l'œil d'une patiente. Thiané Ndiaye, bonsoir et bienvenue dans Belle Ligne. Bonsoir M. Sarr et merci de votre invitation. Vous êtes philosophe, journaliste également, parce que vous avez eu à travailler dans certains médias, surtout de la presse écrite, et vous décidez d'écrire cette histoire, votre histoire, mais également celle des malades de cancer. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire? Parce qu'en général, ceux ou celles qui sont malades veulent garder leur maladie en eux, mais vous écrivez pour témoigner, révéler votre histoire, c'est ça? Justement, parce que généralement, ce n'est pas le cas au Sénégal. Oui. Donc quand on est malade, on garde ça pour soi, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Parce que écrire, c'est d'abord et avant tout une thérapie pour la personne qui écrit. En plus, ça peut être aussi utile pour ceux qui sont dans la même situation. Voilà, pour toutes ces personnes-là qui sont dans la même situation, c'est aussi et surtout un message d'espoir pour montrer à tous ces malades-là, toutes ces femmes de manière générale qui se battent contre ce mal-là, que c'est possible. C'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir, raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Et ce qui est important et ce qui attire dans ce livre, c'est plus l'histoire que la forme. Commençons par l'histoire. Tout commence le 29 novembre 2014, une date que vous n'allez jamais oublier, le lecteur également. Mais ce qui est important, c'est la manière dont le docteur vous a annoncé que vous aviez le cancer. Une banalité qui vous a laissé de marbre, c'est ça? Justement, parce que le cancer, ce n'est pas une maladie banale quand même. Et quand on vous l'annonce d'une certaine manière, donc pour moi, ça ne devrait pas se faire ainsi. Parce que généralement, l'idée qu'on a du cancer, c'est que c'est une maladie mortelle. Donc quand on dit qu'une personne est atteinte de cancer, on pense tout de suite que cette personne-là va mourir. Donc pour annoncer une telle maladie à quelqu'un, je pense qu'on doit y mettre des formes quand même. Mais quand on vient vous dire vous avez le cancer et on vous laisse partir comme ça, je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et comment le médecin vous l'a annoncé? Comment? Donc j'avais fait une biopsie d'abord. Et après la sortie des résultats, j'ai amené les résultats chez le médecin et il m'a pris dans une salle. Il m'a prise dans une salle et il m'a dit « Est-ce que vous connaissez le cancer ?» J'ai dit « Oui, j'ai quelques informations par rapport au cancer. » Il me dit quoi? Je lui donne les informations que j'ai par rapport au cancer. Donc il m'a taquiné, il me dit « Mais toi, tu es médecin ou quoi? Tu en sais beaucoup sur le cancer ?» Je dis « Oui, je suis les informations. » Il me dit, vous êtes atteinte de cette maladie. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Mais il faut se soigner, etc. Je dis, oui. Mais sans autres précautions, parce que pour moi, le malade devrait avoir un accompagnement psychologique tout de suite. Parce que ce n'est pas évident. Le malade la personne à qui on annonce qu'elle a le cancer, donc elle est dans un état second, disons. C'est parce que le cancer est d'abord une maladie psychologique. Voilà, psychologique. Et ensuite, la perception qu'on a de la maladie. Donc pour nous, cancer égale mort. Mais 2 ans avant, en 2012, vous regardiez une émission qui porte sur le cancer du sein. C'était au mois d'octobre, octobre rose. Vous aviez commencé à ressentir les symptômes, les nodules. Mais pourquoi vous n'aviez pas décidé d'aller consulter un médecin? C'était la peur qui vous habitait, c'est ça? Non, pas du tout. C'était par manque de moyens, justement. Oui. Parce que rien que la mammographie, ça coûte, au niveau des hôpitaux publics, ça coûte 40 000. Au niveau du privé, ça coûte 60 000. Donc, c'était pas à ma portée, franchement.
C'est à cause de l'argent que voilà, vous n'avez pas décidé d'aller à l'hôpital pour vous faire consulter. Effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, on vous demande de faire une mammographie qui coûte 40 000 francs. Mais vous n'aviez pas l'argent parce qu'à cette époque, l'entreprise vous avait licencié et il a fallu 2 ans pour trouver 40 000 francs CFA, c'est ça? Oui, parce que je ne voulais pas ameuter donc, ma famille. Donc je savais qu'en leur annonçant que je ressentais des choses, etc., ils allaient s'affoler, etc. Donc j'ai préféré garder ça pour moi. 2 ans? 2 ans, oui. Donc en 2014, j'ai démarré au niveau de l'éducation nationale. Donc je suis devenu professeur de philosophie. Et donc c'est à partir de ce moment que voilà, j'ai commencé les traitements, etc. Et à partir de 2014, les souffrances vont s'enchaîner. Première souffrance, quand j'ai lu ce livre, commence par la biopsie. Une biopsie, c'est quand on enlève une partie de votre chair pour faire des analyses, c'est ça. Mais les docteurs, ce que vous ont fait, ce n'est pas un traitement, mais c'est du dépeçage, parce qu'ils l'ont fait sans anesthésie. Je ne sais pas si c'est l'anesthésie qui n'a pas fonctionné, mais en tout cas, j'ai ressenti toute la douleur. Et cette douleur-là, elle était tellement vive que j'en criais même. Donc, il me demandait voilà, il me rassurait, etc. Mais c'était une douleur très vive. Et c'était 3 médecins? 3 médecins, oui, de jeunes médecins. De jeunes médecins qui ont fait cette biopsie sans anesthésie? Sans anesthésie. Et pourquoi vous n'avez pas dénoncé cela? Mais parce qu'à l'hôpital, le malade n'a pas le pouvoir de dénoncer. Tu t'adresses à qui d'abord? Tu ne sais même pas. Il y a un service de communication, il y a des médecins, ou bien c'est la faune totale? Mais c'est le flou total. Le malade qui vient, il est dans le flou total. Il ne sait pas à qui s'adresser, etc. Donc il y a un manque de communication criard, comme je l'ai indiqué dans le livre. Il y a un manque de communication criard. Le malade ne sait même pas à qui s'adresser. Et tu t'adresses pour te lamenter d'un autre médecin, mais ils sont des confrères. Donc c'est clair qu'ils vont se protéger entre eux. Donc, et ces médecins qui devaient te soigner, vous ont créé des torts. Parce qu'après cette biopsie, les conséquences vont s'aggraver. Parce que vous avez ensuite des plaies et la situation s'aggrave. Et comment vous avez vécu cette situation? Très difficile. C'était très difficile. Je ne dormais pas la nuit parce que je ressentais des douleurs très vives. Donc la plaie ne se refermait pas. Donc après, un autre médecin m'a dit qu'il fallait vous recommander un certain nombre de médicaments, ce qui n'a pas été fait. Donc de fil en aiguille, donc les choses se sont aggravées jusqu'à ce que qu'on me dise que c'est carrément un cancer. Et j'ai été même jusqu'à la mastectomie, donc on m'a enlevé carrément le sein. Il y a Molière qui disait dans la 4e page de couverture de son œuvre Le Malade imaginaire que les hommes meurent de leur remède mais pas de leur maladie. En voulez-vous aux médecins? Je ne dirais pas que je leur en veux. Je n'en veux pas à ces médecins, mais quand même, je ne voudrais pas que d'autres malades vivent la même chose. Et c'est même l'objectif de ce livre. Parce que j'ai vu des malades être tellement maltraités que je me suis dit, voilà, là, je n'ai pas le droit de taire toutes ces souffrances-là qui se passent au niveau de nos structures sanitaires. Et c'est pratiquement la même chose partout. Donc j'ai eu à faire pas mal d'hôpitaux du Sénégal, mais je me rends compte que le problème reste toujours le même partout. Les malades sont très mal accueillis. Pourquoi cette question? Parce qu'à la page 36, vous écrivez « Un jour, j'ai constaté des taches noirâtres tout au long de mes bras, comme si mes veines étaient calcinées. Je m'en suis ouverte en l'un des infirmiers qui s'occupait de nous lors des séances de chimiothérapie pour m'assurer que ce n'était rien de grave, mais en guise de réponse, ce dernier me dira « Ces brûlures ne font que refléter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps qui est totalement harmonisé. Je n'en revenais pas d'entendre des propos aussi choquants. » Justement. Parce que je me dis que quand le malade te demande
des explications par rapport à des choses qu'il a constatées, mais la moindre des choses, c'est de le rassurer. Oui. Voilà. Mais si tu lui dis, donc les taches noires que tu vois, ça veut dire qu'à l'intérieur, ton corps est encore plus noir que ça, c'est choquant à la limite, c'est choquant. Et je me suis rendu compte que dans les hôpitaux, il y avait des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas leur place en fait là. Parce que n'importe qui ne peut pas travailler dans les hôpitaux. Donc pour travailler dans les hôpitaux, je pense qu'il faut avoir un certain nombre de qualités. Parce que tu reçois des malades qui sont déjà dans le désarroi. Donc ces malades-là, il faut, je pense, alléger leur stress, leur désarroi et non pas en rajouter. Et à ce stade, comment avez-vous réussi à trouver ce mental? Un mental de résistante. Je pense que c'est d'abord dans ma nature, parce que moi, naturellement, je suis comme ça. Je m'affole très rarement, vraiment. Quel que soit le problème, je me dis qu'il y a toujours une solution. C'est comme ça. Voilà. Donc, en plus, il y a aussi la foi, je dirais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, voilà, on se remet à Dieu. Hein. C'est Dieu qui décide de tout ça, de notre vie, de manière générale. Et c'est lui, la maladie, comme on le dit même dans le Coran, c'est Dieu qui en décide. Voilà. Donc si Dieu décide que je vais en guérir, je vais en guérir. Dans le cas contraire, je pense que je ne pourrais pas faire grand-chose contre la volonté divine. Mais j'ai le devoir de me soigner, voilà, pour m'en sortir. Maintenant, le dernier mot revient à Dieu. Et dans ce livre, vous faites une diatribe contre les hôpitaux, contre les médecins. Il suffit tout simplement de lire les sous-titres. Hôpital militaire de Ouakam, quand la rigueur militaire cède le pas au laxisme. L'hôpital général de Grand Yoff, Ogui, le marathon à la biologie médicale. Hôpital Le Dantec, 3 semaines d'attente pour un scanner. Hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, un accueil chaotique. Oui. Et c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Donc ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées. On me l'aurait raconté, je pense que je n'y aurais même pas cru. Parce que comme je le dis souvent, je n'aurais jamais cru qu'il se passait autant de souffrance au niveau de nos structures sanitaires, franchement. Mais il a fallu que je sois directement concerné pour m'en rendre compte. À l'hôpital de Ouakam, où je dis que quand le rigueur cède le pas au laxisme, parce que l'hôpital militaire de Ouakam, c'est comme on le dit, donc les militaires sont connus généralement pour leur rigueur. Mais dans cet hôpital-là, j'ai failli même perdre la vie par laxisme. Parce que c'est là où j'ai subi mon intervention chirurgicale. Donc normalement, je devais passer au plus 1 semaine pour les pansements et autres. Je devais rentrer, ensuite venir pour faire les pansements. Mais finalement, j'ai passé 1 mois dans cet hôpital. 1 mois parce que les pansements étaient très mal faits. Ce qui a causé donc que la plaie s'est infectée. Donc j'ai failli carrément mourir. Donc le médecin qui m'a opéré, après l'opération, il est parti en voyage. Donc je l'appelais, mais je n'arrivais pas à le joindre. Et quand il est revenu et que je l'ai appelé, lui, il n'en revenait pas. Il me dit, mais Diane, qu'est-ce que tu fais là jusqu'à présent? Toi, tu devais passer tout au plus 1 semaine. Mais ça fait presque 1 mois. J'ai dit, oui, je suis toujours là. Et j'ai failli carrément mourir. Un jour, j'avais des douleurs atroces, mais pour qu'ils viennent me faire le pansement, c'était la croix et la bannière. On a passé 4 heures de temps à les appeler, ma grande sœur qui était avec moi, Ndeye Fatou. Donc, elle montait les escaliers, elle descendait, etc. Pendant 4 heures de temps pour un pansement, alors que je me tordais de douleur. 4 heures de temps? 4 heures de temps pour un pansement. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'ils étaient là, hein, en train de discuter, de prendre leur petit déjeuner, etc. Donc c'est finalement l'être humain qui est carrément banalisé. La mort qui est banalisée. Non, c'est grave, c'est grave. Et c'est le sentiment partagé par celles qui sont atteintes de cancer du sein parce que vous portez leurs paroles. Vous êtes un peu la voix des sans-voix dans ce livre. Comment se passe l'ambiance dans cet environnement? Au niveau des hôpitaux? L'environnement des malades, les malades de cancer, parce que vous avez eu à recueillir leurs propos. Voilà. Parce que moi, quand je discutais avec eux, on discutait entre malades.
Et c'est au cours des discussions que je me suis dit non, ça c'est inconcevable. Parce que quand tu viens à l'hôpital et qu'ils te parlent en français, que tu répondes en français, ils ont un tant soit peu de considération pour toi. Mais imaginez ceux qui sont là, qui ne savent même pas s'exprimer en français. Et ils sont la majorité. Parce que vous l'écrivez, la majeure partie des malades viennent des régions. Voilà, c'est ça. C'est ça, sont des analphabètes. Parfois, une malade vient t'interpeller pour te demander comment prendre ses médicaments. Mais une personne malade qui ne sait même pas comment prendre ses médicaments. Vous ne demandez pas au médecin, ah, j'ai peur de demander, je ne veux pas que... Voilà. C'est grave. Alors que le malade, il doit s'adresser à son médecin. Il y a d'ailleurs des malades qui demandaient que l'on mette fin à leur vie parce qu'ils ne voulaient pas ruiner leur famille. C'est ça, c'est ça. Donc une dame qui m'a marqué vraiment, une dame d'une 60aine d'années ou 65 ans comme ça, et qui criait, qui disait qu'elle ne voulait plus continuer ses traitements parce qu'elle en était à son 27e protocole. Jusqu'à présent, elle souffrait toujours. Ses enfants investissaient tout leur argent dans ces traitements. Donc elle s'en voulait. Elle s'en voulait, donc elle avait un cas de conscience parce qu'elle considérait carrément qu'elle était en train de ruiner sa famille, de ruiner ses enfants, alors que son mal n'allait pas guérir. Donc pour vous dire la mentalité qu'on a donc, de la maladie. Donc pour nous, la maladie, c'est la mort. Donc lui, elle disait qu'elle ne voulait plus continuer à ruiner ses enfants, alors que son sort, c'est de mourir de toute façon. C'est parce que le traitement est plus qu'onéreux. Parlons du coût. 5 000 pour la consultation, 40 000 pour la mammographie, 25 000 pour la biopsie, pour le traitement, presque 30 000 pour des analyses de sang, électrocardiogramme, 7 500, scanner, 80 000 à 100 000 francs. On vous demande même d'acheter un cahier à 1 000 francs pour consigner le protocole. Une séance de chimiothérapie qui coûte entre 60 000 et 400 000 francs, et même plus, et vous concluez en écrivant « Le coût accroît le taux de mortalité ». Justement, parce que quand on parle de tout ça, donc il est clair que tous les Sénégalais n'ont pas ces moyens. La majorité des Sénégalais, donc cette majorité-là, n'a pas les moyens de se prendre en charge. Donc la chimio coûte excessivement cher. Il faut en faire plusieurs. Vous en aviez fait combien? 6. Parce que moi, j'ai eu à faire 2 protocoles. Donc le premier protocole, c'était 6 séances. Donc le protocole n'a pas... Combien? Chaque séance coûtait près de 100 000 francs. 600 000 donc? Oui. Plus les analyses. Chaque fois que tu dois faire une séance de chimio, avant tu fais des analyses pour voir si tu n'es pas anémié ou pas, etc. Donc, il y a les scanners, etc. Donc, tout ça aussi, ça coûte excessivement cher. Les scanners à l'hôpital de Dantec, c'est 80 000. Dans le privé, c'est encore plus que ça, c'est 100 000, voire plus. Donc, ce n'est pas évident. Et comment vous aviez fait pour trouver toute cette manne financière? Donc, j'ai dû faire un prêt bancaire. Donc, j'étais déjà dans l'enseignement. Et une amie, donc Oulimata Mambay, c'est elle qui m'a conseillé, c'est une collègue, c'est une amie aussi, c'est elle qui m'a conseillé d'aller faire un prêt. Moi, je ne croyais même pas que je pouvais bénéficier d'un prêt parce que je venais juste d'intégrer l'enseignement. Elle m'a dit, si c'est possible, tu peux accéder à un prêt bancaire. Et c'est ainsi que j'ai contracté un prêt et c'est à partir de ce prêt-là que j'ai commencé mes traitements. Il y a une chose que vous écrivez et qui choque. Le sang, c'est pour le traitement en ce qui concerne la chimiothérapie. Est-ce qu'on vend des poches de sang à 7 500 francs? Oui, bien sûr. C'est vendu? C'est vendu. À 7 500 francs? À 7 500, c'est vendu. C'est des malades qui m'ont dit ça. Et c'est pourquoi leur famille, les membres de leur famille ne veulent plus donner leur sang. Parce que si on doit acheter du sang, alors que nous, on en donne gratuitement, on ne va plus donner. Et c'est tout le paradoxe, parce que parler de banque de sang ne veut pas dire que le sang se vend, parce que les gens qui donnent leur sang le font volontairement et pour les malades. Et on vous vend des poches de sang à 7 500 francs. 7 500 francs. 7 500 francs. Donc tu es obligé de faire le tour des structures sanitaires. Parfois, tu vas jusqu'au niveau du privé pour acheter, pour en acheter.
Et ça, tu vois des gens se lamenter, dire que non, on ne va plus. Donc le manque de sang qu'on constate, c'est surtout par rapport à ça. Parce que les gens se disent que nous, on donne notre sang gratuitement, mais en contrepartie, les gens vendent ça. Donc on ne va plus donner, on attend que non. Donc si les malades sont nos proches, donc on va leur donner directement notre sang. Voilà. Mais la chimiothérapie est devenue gratuite en 2019, octobre 2019 plus précisément. Est-ce que c'est une aubaine pour vous? Moi, je dirais non, carrément. Parce que si les médicaments étaient disponibles, oui, ça aurait été une aubaine parce que la chimio coûte très cher. Donc, si vous avez les moyens de vous procurer la chimio, je pense que c'est déjà un grand pas en avant vers la guérison, etc. Mais les médicaments ne sont jamais disponibles. C'est aussi ça le paradoxe. Donc, on vous dit que la chimio est gratuite. Donc, c'est clair que ceux qui vous aident financièrement pour acheter vos médicaments ne vont plus le faire. Autrement dit, il y a des ruptures de stock de médicaments. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi-même, récemment, j'ai été à l'hôpital pour mes médicaments alors que je suis en rémission. Donc, c'était des médicaments, tamoxifène. On m'a dit que c'est en rupture. À l'hôpital de Dantec, à l'hôpital principal, on m'a dit que c'était en rupture. Donc, j'y étais il y a 2 jours de cela. Hein. Donc, pas longtemps. Et où est l'État dans tout cela? Est-ce que vous sentez cette aide-là, la présence de l'État, même si c'est une entité virtuelle? Oui, mais est-ce que cette présence-là, on la sent? C'est la grande question. Parce que quand on dit partout que les médicaments sont gratuits et que vous ne voyez pas les médicaments, mais vous ne sentez pas... Non, au contraire, l'État vous cause en quelque sorte du tort. Parce que vous n'avez plus les moyens, vous ne bénéficiez plus des moyens dont vous bénéficiez de vos proches. Parce qu'eux, ils se disent que les médicaments sont désormais gratuits. Donc avant, si vous n'aviez pas ces médicaments-là à l'hôpital, vous allez à la pharmacie vous acheter. Mais si vous n'avez plus ces revenus-là, si vous n'avez plus donc, ce soutien-là, donc vous êtes obligé d'attendre. Or, si vous attendez un certain temps sans prendre votre médicament, donc le protocole sera remis en cause. Vous allez commencer encore un nouveau protocole. Et vous allez recommencer tout le processus, les analyses de sang, etc., les scanners, tout le processus. Donc sera remis en cause et vous serez obligé de tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est difficile. Et parlons de votre environnement, environnement familial, environnement social et même sociétal. Et on sent qu'il y a un problème. Le regard change quand on a le cancer. Comment aider une malade atteinte de cancer du sein? Parce que vous aviez été atteinte, vous êtes en rémission, mais est-ce que c'est le regard qui change, qui est également une souffrance de plus pour les malades? Comment les proches doivent se comporter face à quelqu'un ou bien quelqu'un qui est malade? Moi, je dois que quand quelqu'un est malade, on doit se comporter le plus normalement possible. Le plus normalement, c'est-à-dire? Voilà, donc on doit le soutenir, par exemple financièrement, etc., moralement, psychologiquement, mais ne pas changer donc, le comportement qu'on a habituellement vis-à-vis de cette personne. Parce que si déjà on vous dit que la maladie du cancer rime avec mort, c'est ce qu'on pense généralement, même si ce n'est pas toujours le cas, donc même vous sentez que ces personnes-là qui vous entourent sont dans la même mentalité. Donc leur comportement vis-à-vis de vous change, etc. Donc comme si vous deviez partir donc, sous peu. Et ça aussi, ça dérange. Donc on aurait aimé aussi qu'on se comporte le plus normalement possible. Que tout le monde puisse exprimer sa maladie. Et vous voyez des gens qui sont malades depuis des années et qui n'ont pas le courage d'en parler aux membres de leur famille. Moi, j'en ai vu un exemple, une femme qui est dans sa famille, dans sa belle famille, qui est tombée malade pendant des années, qui se soignait, qui allait à l'hôpital, qui venait sans que personne ne sache qu'elle est malade. Donc elle avait tout simplement peur de révéler ça parce qu'elle était dans la famille avec les belles-sœurs, etc. Voilà. Donc une fois, je l'ai rencontrée à la LISCA et elle a dit qu'elle n'avait pas pu en parler par peur, etc. Donc on lui a conseillé d'en parler. Et une fois qu'elle l'a fait, je pense qu'elle ne l'a pas regretté. Elle a dit qu'elle regrette même de ne pas en avoir parlé plus tôt. Parce que désormais, sa belle famille prenait soin d'elle, etc.
Donc, c'est des choses aussi, il faut en parler, Parce que c'est une maladie, hein, c'est une maladie commune. Il faut briser les silences. Comme vous le faites d'ailleurs en écrivant ce livre Malade de cancer, l'œil d'une patiente. Mais malgré toutes ces souffrances, il y a la délivrance. Et quand on arrive à ce stade, on sourit parce que tout était noir. La situation commence à être rose, comme Octobre Rose, et la délivrance intervient le 25 janvier 2018. Une date importante pour vous. Oui, justement, parce que c'est ce jour-là qu'on m'a dit qu'on ne trouvait rien donc, par rapport au cancer. Que là, ça va, donc il fallait juste faire le suivi. Donc là, c'est le soulagement. Évidemment, c'est le soulagement, parce que comme je l'ai dit aussi au début du livre, j'ai 2 enfants, très jeunes, 2 filles, voilà, très jeunes. Donc quand on m'annonçait la maladie, la plus grande avait 6 ans, la petite n'avait que 3 ans. Donc quand on vous dit que là, ça va, donc mes premières pensées sont allées vers elle, justement. Tout comme lorsqu'on m'a annoncé aussi la maladie, mes premières pensées étaient allées vers elle. Pour montrer que tout est possible. Tout est possible, c'est possible. Donc il faut y croire, c'est possible. Et c'est justement aussi ce message d'espoir que je veux lancer à l'endroit des malades. C'est possible. Et vous l'aviez fait. Vous avez remporté votre combat face au cancer. Oui, je pense. Je pense que oui. Parce que le cancer aussi, c'est une maladie assez vicieuse. Donc, il faut toujours assurer le suivi. Et quel message de sensibilisation, parce que nous sommes en Octobre Rose, Octobre Rose qui parle dépistage, parle également sensibilisation pour les femmes qui sont plus touchées par le cancer du sein, mais cette maladie n'épargne pas les hommes, les scientifiques l'ont démontré. Quel message de sensibilisation pour finir, parce qu'on veut finir en beauté, parce que ce livre finit en beauté malgré toutes ces souffrances, ces douleurs que vous avez eu à ressentir, vous avez mené le combat, pas seul. Il y a eu l'accompagnement également de votre entourage familial, mais vous étiez en première ligne. Quel message donneriez-vous à ceux qui vous regardent et qui ont peut-être le cancer? Pour leur dire qu'il faut juste se battre, s'armer surtout de foi. Parce que je pense que la foi vient à bout de tous les maux. Il faut s'armer de foi. Donc se dire que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et que nous, on doit, comme on dit, l'homme doit proposer. C'est Dieu qui dispose, mais l'homme doit quand même proposer. On doit essayer de se soigner, trouver les moyens de se soigner. Et que si Dieu décide qu'on va en guérir, on va en guérir. Voilà, donc se battre. Parce que, comme je l'ai dit aussi, la vie n'est que lutte, hein, il faut lutter. Pour tout, il faut lutter. Voilà. Oui, moi j'ai envie de vous applaudir, de vous dire bravo. Les téléspectateurs de Belle Ligne également ont forcément cette envie de vous dire bravo. Merci. Parce que vous aviez enduré une belle endurance. Oui, oui. Et même mon entourage n'en revenait pas, hein, mes collègues, etc. Mes élèves, oui. ils ont été mis au courant de ça quand j'ai sorti le livre. Ah bon? Voilà, je vous assure. Parce que j'allais faire mes cours le plus normalement possible. Et je suis à Gossas, je sers à Gossas, à Fatick. Mais je prenais l'horaire de 4 h du matin pour venir faire ma séance de chimio, retourner après sur Gossas pour le lendemain aller à l'école faire mes cours. Donc c'est lorsque le livre est sorti que mes collègues, mes élèves, etc. ont su que je souffrais du cancer. Êtes-vous fier de votre combat? J'en suis fier, oui. J'en suis fier parce que je n'ai pas l'habitude de me plaindre, de me lamenter, etc. Donc tous ceux qui ont découvert que je souffrais du cancer, donc l'ont découvert par ce livre, à part mon proche entourage. Voilà. Donc je pense que... Et c'est la foi qui m'a aidé. Moi, je reste convaincue que c'est la foi. Parce que moi, je suis comme ça, je suis une personne très sereine. Je m'affole rarement, comme je l'ai déjà dit. La foi, mais également la détermination. Malade de cancer, l'œil d'une patiente, une œuvre à lire, non pas en cette période tout simplement, mais parce qu'elle inspire l'auteur, son histoire inspire. C'est l'histoire d'une résistante, d'une combattante, de celle qui tient en la vie malgré que si le cancer est l'ami intime de la mort, etc. Mais il faut se battre, tout est possible. Tiane Ndiaye, merci d'être là. Merci à vous, M. Sarr. Et comme vous le dites aussi, c'est vrai que le cancer est l'ami intime de la mort, parce que pas moins de 70% des malades meurent. Donc c'est énorme, mais ce n'est pas impossible.
on peut se battre et s'en sortir. Mais il faut surtout se lever très tôt. Parce que les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent généralement? Ils vous disent que généralement les malades viennent. Quand ils viennent, c'est déjà trop tard. Et ça aussi, ce qui justifie ça aussi, c'est le manque de moyens. C'est le manque de moyens. Vous sentez que ça ne va pas, mais vous n'avez pas les moyens d'aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, vous avez de l'argent, on vous prend, vous n'en avez pas, on vous dit partez. Donc ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème. Ce sont les moyens surtout qui font défaut. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir même rendre gratuite la mammographie. Parce que la mammographie est incontournable pour détecter le cancer du sein. C'est le cas au Rwanda, voilà. Vous citez l'exemple du Kenya, voilà, c'est ça, d'autres pays africains, c'est ça, la France, etc. Donc aux États-Unis, même le malade pour faire sa séance de chimio, on vient le prendre chez lui, on l'amène à l'hôpital, on le ramène chez lui. Donc on n'en est pas là, mais au moins on pourrait se battre pour que la mammographie soit gratuite. Parce que si on vous dit la chimio est gratuite et que vous ne pouvez accéder à la chimio que lorsqu'on vous aura déjà diagnostiqué donc, porteur du cancer et que c'est la mammographie qui permet ça. Donc, la mammographie, c'est déjà c'est le premier pas pour savoir déjà que vous avez la maladie avant de pouvoir accéder à la chimio. Donc je pense qu'il serait même plus essentiel de rendre gratuite la mammographie. En tout cas, 1001 merci d'être là, d'écrire pour montrer votre histoire, de révéler, témoigner. Merci également, chers téléspectateurs. Dépistage, sensibilisation, Belle Ligne sensibilise en cette période où c'est Octobre Rose, une victoire rose, un livre avec une couverture rose. À la technique, il y avait Cheikh Diop, mais également Ibamar au son et Mafal également pour ces belles images. Rendez-vous d'ici 15 jours pour un autre numéro.